finalement, en poussant un peu trop loin cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule est un grain de plus en plus fin. Non. Absolument. Je le regrette sincèrement. Écoutez, puisque nous sommes dans le cinéma, constatons tout de même un fait. Regardons la photographie des films primitifs. Regardons la photographie de l'attaque du train, le premier western américain. Et regardons la photographie des films de Max Linder. Mais c'est en général superbe. Il y a des contrastes insensés. Et moi, je regrette les perfectionnements de la pellicule photographique. Écoutez, lorsque j'étais jeune, j'ai lutté pour imposer la pellicule panchromatique dans les prises de vue dans les studios. Je suis même le premier qui l'ait employé. J'ai fabriqué mon matériel moi-même. C'était au Vieux-Colombier, dans le grenier. J'avais fait un petit studio pour y tourner la petite marchande d'allumettes sur pellicule panchromatique. À cette époque-là, on employait la panchromatique dehors et on employait l'orthochromatique dedans. Et l'éclairage des studios était fait pour l'orthochromatique, c'est-à-dire que c'était des arcs et des tubes au mercure. Bon, moi, je me suis dit, pourquoi n'emploie-t-on pas la panchromatique qui donne plus de nuances, n'est-ce pas, qui donne des gris, qui traduit les couleurs intermédiaires, qui traduit les rouges, n'est-ce pas, et qui évite ces contrastes qui pouvaient sembler laids, les contrastes de l'orthochromatique qui font que pratiquement on passait brutalement du blanc au noir. Je me suis dit, pourquoi pas essayer la panchromatique dedans. La raison, c'est que on a des rayons qui ne sont pas les rayons qu'il faut, n'est-ce pas? Les lampes que nous employons maintenant n'émettent pas les rayons moins ultraviolets qui conviennent à la panchromatique. Alors, j'ai un peu étudié la question, très vaguement, parce que je n'ai pas l'esprit scientifique. Bon, enfin, j'ai trouvé quelqu'un de la maison Philips, les fabricants de lampes et de systèmes électriques, qui m'a conseillé d'essayer de survolter légèrement des ampoules ordinaires, ce que j'ai fait. Alors, je me suis fabriqué un petit matériel avec des amis, on avait des réflecteurs faits avec du zinc qu'on avait découpé, et puis on avait des rhéostats qu'on avait fait avec des bouts de métal qu'on avait tortillés, n'est-ce pas? Et on mettait le contact plus ou moins haut sur ce ressort. Et nous des flous, donc. Oui, c'est ça. Et finalement, on a tourné la petite marchande d'allumettes, et la photographie était pas si mal que ça. C'était très bien. On a développé ça d'ailleurs entre nous dans notre cuisine. Enfin, on a fait tout ça. On a fait un travail d'amateur qui a été en tout cas passionnant. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'agissais contre mes convictions profondes. Je croyais au progrès. Maintenant, je n'y crois plus du tout. Et à l'heure actuelle, n'est-ce pas, la photographie de beaucoup de films est très belle, est très léchée, imite très bien la nature, mais d'une banalité, d'un ennui parfaite. On arrive à subir de l'ennui photographique dans des projections de films parfaits. Je trouve que les films les plus parfaits maintenant sont précisément aussi les films les plus ennuyeux photographiquement, très souvent. Tandis que, comment se fait-il, comment expliquer, sinon par cette théorie générale que j'exprime, à la fois que le progrès travaille contre l'art, contre l'expression artistique, comment, sans cela, si on n'admet pas cette vérité, comment expliquer le côté passionnant de la photographie des films primitifs? Et en même temps, comme vous le disiez, on ne peut pas non plus prendre l'attitude qui serait de faire artificiellement de la mauvaise photographie. C'est également une facilité qui est... Ben, je crois que ce serait une grosse erreur. Oui. Ce qu'il faut, c'est que nous acceptions. On est en droit de déplorer les conditions dans lesquelles nous travaillons, comme je le fais en ce moment-ci. Remarquez d'ailleurs que mon attitude est une attitude purement théorique, et c'est au fond une attitude de conversation. Je crois à la réalité des faits, et je crois qu'il faut s'incliner devant les faits. Je crois que l'on ne fabrique pas la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Je crois que devant les circonstances, devant les événements, tel est mon père avait une théorie que j'aime beaucoup et que je cite dans un livre que je viens d'écrire sur lui, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la théorie du bouchon. Il disait, il faut être un bouchon dans le courant.
Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide, et essayer d'évoluer un peu à droite ou à gauche, de façon à choisir le genre, le moment du courant qui lui convient le mieux, et à aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne. Alors, c'est la technique du planeur davantage qui se sert des... Voilà, c'est la technique du planeur qui se sert des vents. Ça n'empêche pas que le planeur agit et est intelligent. Alors, je suis convaincu que vis-à-vis du progrès technique dans notre métier, il faut agir comme ça. Seulement alors, ce qui est extrêmement grave, c'est que nous arrivons, si on considère l'histoire de l'art, nous arrivons à la certitude que l'objet usuel aux époques de grande technique a été laid. Seuls les grands artistes s'en sont tirés. Alors ça veut dire que nous entrons dans des époques où il faut être ou un grand artiste ou rien du tout. Je trouve ça extrêmement grave, parce que cela enlève de l'exercice courant de la vie, dans la vie de tout le monde, la possibilité de la création artistique qui était constante et constante en tout, qui à des époques non techniques existait même dans la pratique de la vie journalière, qui existait simplement dans la façon d'allumer le feu le matin. Vous me direz que maintenant on n'a plus le temps d'allumer le feu le matin, on est obligé de courir à son bureau, de travailler et de gagner sa vie. Évidemment, autrefois, il y avait bien d'autres inconvénients, on n'avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'anesthésie, et les femmes accouchaient dans la douleur, tandis que maintenant elles accouchent sans douleur. C'est une très grande différence. Bon, très bien. Mais nous ne parlons pas en ce moment-ci des avantages ou des désavantages du progrès en général. Je parle de l'effet du progrès sur l'art. Or, il est évident que chaque mouvement, à des époques non techniques, devenait un mouvement, devenait une création artistique. Le fait d'allumer le feu le matin demandait que l'on disposât les morceaux de bois de façon à ce qu'un certain courant d'air, un certain tirage s'établisse. Et si on ne savait pas disposer les morceaux de bois avec un procédé ressemblant au procédé de la création artistique, c'est très proche, eh bien, voilà, c'est très simple, le feu ne prenait pas. En France, nous avons une chose qui nous reste, alors que ça ne reste pas beaucoup dans les autres nations. Ça a l'air d'une blague, ça semble inférieur, moi je trouve pas que c'est inférieur, je suis très fier que nous ayons ça, c'est la cuisine. Les Français gardent le sens de la cuisine. Les Français gardent le sens artistique de l'assaisonnement, de la quantité d'herbe, de la quantité de cuisson, enfin, gardent le sens de ce qui ne s'explique pas. Alors que la technique peut tout expliquer. La technique donne des solutions parfaites et logiques à tout. Le véritable cuisinier ne procède pas techniquement. Il procède instinctivement et il procède avec les sens. Au fond, nous en arrivons à la grande question, la question de l'intelligence et des sens.